Y'a tout le monde, c'est Moriarty et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur de l'ouverture, on est sur une présentation de deck. Je vais vous présenter le deck QRM. C'est le deck avec lequel je joue le plus à l'heure actuelle. Et qui est vraiment un deck très sympa. On va regarder tout ça ensemble. Alors, pour le deck QRM, du coup, le Pokémon principal, effectivement, c'est lui, c'est QRM. Donc, le QRMV, on en a mis 4 exemplaires. J'hésite encore à descendre à 3 pour récupérer, mettre une autre carte dans le deck à la place. Je sais pas encore, à voir. Donc pour le QRM, voilà. Le QRMV 220 PV, 3 de retraite, c'est un peu lourd. Une première attaque, j'ai l'immédiat pour une énergie. Attachez le nombre voulu de cartes énergie haut de votre main à vos Pokémon comme il vous plaît. Très intéressant en début de partie, si on a besoin de se charger assez rapidement et qu'on sent que notre adversaire ne peut pas nous atteindre de suite, qu'on a un peu d'énergie en stock dans les mains, ça peut être pas mal. Après Impact Glacial à 140, avec une ceinture force on tape à 170, ça peut dépanner aussi, mais c'est pas l'attaque qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse nous le plus, effectivement, c'est la VMAX, et là ça devient plus intéressant. 330 de PV, donc déjà très compliqué de le one-shot. Par contre, lui à l'inverse, il peut one-shot tout ce qui passe devant lui. Pourquoi ? Déjà grâce à son talent, en fait, une fois pendant votre tour, vous pouvez défausser la carte du dessus de votre deck. Si cette carte là est une carte énergie haut, attachez-la à l'un de vos Pokémon. Donc voilà, si vous piochez une carte haut, vous pouvez rajouter une énergie supplémentaire et on a un Pokémon qui va nous permettre de garantir l'utilisation de ce talent. Donc monde glacé, très très efficace. Ça va nous permettre ensuite de taper avec l'attaque Givre au max 120 plus 50 dégâts par énergie haut supplémentaire qu'on va défausser. Donc du coup si on vient défausser 3 énergies, ça fait 150 plus 120, 270. Avec une ceinture force on tape à 300, ce qui veut dire qu'on peut aller one shot n'importe quel V-Star du jeu. Là-dessus pas de problème, donc super efficace. Et après si on a envie d'aller one shot un VMAX, on rajoute une 4ème énergie et là on peut taper à 350 et ça fait extrêmement mal à notre adversaire, puisque on peut lui prendre une VMAX directement, alors que lui, il va lui falloir en général 2 tours pour venir chercher notre QRM. À l'heure actuelle, peu de decks sont en capacité de le one-shot. Dans ce qui est joué, il y a le Zoroark, qui est quand même très bon deck aussi et qui peut one-shot. Il y a encore le deck Mew VMAX, forcément, avec Meloetta, qui peut venir taper fort. Après, il n'y a pas énormément de decks de la méta actuelle qui sont capables de le one-shot, donc ça c'est plutôt une très bonne chose pour nous. Donc voilà un petit peu pour QRM VMAX. Et ensuite, donc notre attaquant principal, on a mis 16 Pokémon. Qu'est-ce qu'on a rajouté avec ? Son support principal, celui qui va nous permettre de mettre en place son talent, c'est Gouroutan. Donc on a la petite TG d'Astre Radieux, qui est très jolie. Et on va utiliser son talent à lui, Sagesse du Primate. Une fois pendant votre tour, vous pouvez échanger une carte de votre main contre la carte du dessus du deck. Donc vous avez une énergie dans votre main, vous utilisez Sagesse du Primate pour remettre cette énergie sur le dessus du deck. Vous allez ensuite utiliser le talent de QRM pour défausser cette énergie et vous allez pouvoir l'attacher à votre Pokémon ou à l'un de vos Pokémon si besoin. Du coup, très très pratique le Gouroutan pour pouvoir alimenter le talent de QRM. Ensuite, on a mis un petit Nostanfer, forcément pour pouvoir venir piocher des cartes si on en a besoin. Toujours utile ce Nostanfer, même si attention, il est amené à disparaître très rapidement, puisque la rotation, une fois effectuée de 2023, il disparaîtra. On a mis un Amphinobie radieux, bien sûr, extrêmement utile Amphinobie. Vous défaussez une carte énergie de votre main pour aller piocher 2 cartes. Donc celui-là, il est vraiment précieux. Non seulement son talent nous sert énormément, puisque c'est un talent de pioche, donc on peut toujours alimenter notre deck, et en plus de ça, on peut défausser des énergies grâce à lui, et vu qu'on joue aussi le Palkia, on va pouvoir mettre des énergies dans notre pile de défausse et utiliser son talent après. Donc voilà, le Palkia originel, plus besoin de le présenter. Autant la V nous est pas extrêmement utile, il peut quand même taper à 200, 230 avec une ceinture force, on va pas cracher dessus non plus, mais effectivement le Palkia, nous ce qui nous intéresse, c'est sa puissance V-Star. Pendant votre tour, vous pouvez attacher jusqu'à 3 cartes énergie haut de votre pile de défausse à vos Pokémon haut comme il vous plaît. Donc voilà, l'idée un petit peu de ce deck, c'est d'utiliser QRM comme attaquant, c'est de le charger grâce au talent de Gouroutan.
de one-shot un Pokémon adverse et au tour d'après, si besoin, utiliser le talent de Palkia pour recharger directement le QRM et taper un deuxième Pokémon directement à l'adversaire. Si c'est de VMAX, on a terminé la partie. Si c'est de V-Star, il ne nous restera plus que 2 cartes récompenses à aller chercher. L'Amphinobi radieux étant toujours aussi précieux pour pouvoir utiliser le Shuriken Lune pour taper 2 fois 90 sur 2 Pokémon adverses. Donc on peut éventuellement aller taper 2 Pokémon de banc, surtout qu'à l'heure actuelle, énormément de monde joue le deck zone perdu, et ça nous permettrait d'aller chercher les 2 Pokémon, je me rappelle plus du nom là tout de suite, mais les 2 Pokémon qui permettent la pioche dans le deck zone perdue. Et effectivement, grâce à l'Amphinobi, on peut récupérer 2 cartes récompenses, donc soit terminer la partie, soit l'empêcher dès le début de partie d'aller mettre son système en place. On a aussi mis le Pingoléon en V. Donc le Pingoléon, lui, il nous sert, on l'a mis exclusivement pour aller contrer justement ce deck zone perdu grâce à son talent Regard de l'Empereur. Tant que ce Pokémon est sur le poste actif, les Pokémon de base en jeu de votre adversaire n'ont pas de talent, à l'exception des Pokémon ayant un encadré règle. Donc du coup, il est vraiment fait pour contrer le deck zone perdu, puisque notre adversaire ne pourra pas utiliser ce fameux Pokémon dont je ne me rappelle plus le nom pour piocher et mettre des cartes dans sa zone perdue. En plus de ça, il ne pourra pas utiliser le talent de Nigosier, ce qui veut dire que Nigosier devrait être chargé pour taper, donc il ne peut pas venir nous mettre des 110 de dégâts dès le départ de la partie. Donc c'est vraiment fait pour ralentir le deck zone perdu, extrêmement utile en début de partie contre la zone perdue. Voilà un petit peu pour les Pokémon qu'on a mis, on en a 16, je pense qu'en termes de quantité c'est pas mal, j'ai vraiment juste un doute sur le fait de mettre 4 QRMV, je sais pas si j'en enlèverai pas un pour récupérer une carte dresseur supplémentaire. Je réfléchis encore à ça, et il y a encore d'autres cartes, on va en parler un petit peu maintenant, chez les dresseurs, que j'hésite un peu à faire évoluer le deck. Donc on a mis un aspirateur perdu, l'aspirateur perdu extrêmement utile, il va nous permettre soit de défausser un stade, soit de défausser un outil. Donc par exemple, si notre adversaire a un bloqueur d'outils ou un sentier blanchime qui nous empêche d'utiliser nos talents, on peut l'utiliser, enlever tout ça et récupérer nos talents et pour pouvoir développer notre jeu. On a mis 2 cartes échange, puisqu'il y a quand même assez régulièrement besoin de faire des switches. Donc voilà, 2 cartes échange, ça me semblait pas trop mal. J'hésite encore un peu, j'ai l'impression d'avoir trop de cartes qui me permettent de faire des échanges à l'heure actuelle. À voir, j'hésite encore un peu à réduire le nombre, peut-être passer à 1, mais bon, elles me sont quand même assez souvent utiles, donc je les aime bien. J'ai mis 4 échanges croisés, c'est là que je me pose quand même un doute. L'échange croisé, il est très pratique parce qu'il fait office d'ordre du boss et d'échange, mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas toujours très faciles à choper. Alors c'est un objet, ça vaut moins cher qu'un supporter, qu'un ordre du boss. Ça m'a sauvé des parties à quelques moments, mais il y a des moments où j'ai trop eu de complications pour aller les chercher, et c'est vrai que ça m'a frustré un peu, donc je sais pas encore. Et je les trouve tout autant utiles que chiantes à avoir, donc à voir. J'hésite encore un petit peu, mais en tout cas, voilà, l'échange croisé pour se rappeler. Il faut en jouer 2 à la fois pour pouvoir aller prendre le Pokémon de banc de notre adversaire, le ramener sur le poste actif, et nous on peut échanger un de nos Pokémon de banc pour le ramener aussi sur le poste actif, donc ça c'est vrai que c'est très pratique, et c'est aussi pour ça que j'ai mis 2 échanges, puisque si j'utilise un échange croisé et que je perds mon Pokémon attaquant, je peux tout de suite rebasculer cet attaquant sur le poste actif grâce à une carte échange. Donc c'est vrai que la combinaison des deux est quand même assez intéressante. On a un ensemble d'évolution plutôt classique, j'en ai mis qu'un, puisque en termes de Pokémon évolutifs, je n'ai que le QRM VMAX et le Palkia V-Star, donc je voulais pas en mettre plus, je trouve que ça suffit largement. 3 grands sauts, bien sûr, ils font quoi, s'alimente en énergie eau. Ce deck demande une alimentation constante d'énergie eau, donc forcément les grands sauts étaient plus qu'indispensables. 3 Hyperballs, je suis pas un grand fan des Hyperballs, je trouve que c'est un peu chiant de devoir défausser 2 cartes. On a rarement des mains ultra pleines et devoir se priver de 2 cartes au moment de jouer, c'est pas toujours évident. Maintenant forcément, ça nous permet de récupérer n'importe quel Pokémon, donc ça reste quand même assez incontournable. J'en ai mis 3, surtout dans ce deck, j'y trouve quand même une certaine utilité. En général je les jouais pas sur d'autres decks, mais là, elles peuvent quand même être utiles. Mais je me demande si 2 ne seraient pas suffisantes. On a ensuite le parfum inhibiteur, extrêmement utile. Alors le parfum inhibiteur, lui, il est là tout simplement pour contrer éventuellement un Manaphy sur le banc de notre adversaire. C'est vraiment son but principal. Si notre adversaire vient mettre un Manaphy
pour bloquer les attaques sur le banc, et ben on essaye de ramener le Manaphy sur le poste actif, de lui enlever son talent avec le parfum inhibiteur et d'aller utiliser notre ami Amphinobi pour aller taper sur son banc et lui enlever 2 cartes. Parce que moi ça m'a déjà permis de terminer des parties grâce à ça. C'est assez technique à mettre en place, ça se fait pas en un tour, mais quand ça arrive à tomber, ça fait très mal à l'adversaire et ça permet d'avoir un joli finish pour les parties. En tout cas voilà, son but à lui principalement, c'est d'aller supprimer le talent du Manaphy. La passe de combat VIP, alors on en a mis qu'un, c'est pour ça que j'hésite à enlever certaines cartes, peut-être en mettre un deuxième pour avoir plus d'occasion de le récupérer en début de partie. Le passe de combat VIP, bien sûr, vous ne pouvez utiliser cette carte que pendant votre premier tour, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon de base, puis placez-les sur votre banc. Alors, le passe de combat VIP, il n'a aucune autre utilité que de vous charger des Pokémon sur le banc dès le départ pour accélérer un peu votre mise en place. Après, ça permet toujours d'avoir une carte bien défaussée avec les Ultra Balls si on ne l'a pas eu au premier tour. Ça permet d'avoir une carte qu'on n'est pas trop déçu de perdre à ce moment-là. Mais voilà, je me tâte fortement à mettre un deuxième. Je trouve que je tombe pas assez souvent dessus dès le début de la partie. Avec un deuxième, ça augmenterait un peu mes chances, donc pourquoi pas. La Rapid Ball, bien sûr, très classique. On la connaît, vous défaussez une carte et vous allez chercher un Pokémon de base. Donc voilà, elles me sont beaucoup plus utiles vu que j'ai énormément de Pokémon de base dans mon jeu. Là, les Rapid Ball, il n'y a pas de problème. 2 cours d'entraînement, ça nous permet de pouvoir rouler avec le talent de l'Amphinobi. Quand on défausse une énergie haut pour piocher 2 cartes avec Amphinobi, et ben je peux venir récupérer cette énergie de suite si jamais j'en avais qu'une, et comme ça je peux l'attacher à un de mes Pokémon. Donc voilà, ça me semble être le stade le plus utile dans la mécanique du jeu, puisque ça permet de faire de gros enchaînements. Imaginons je n'ai qu'une seule carte énergie dans la main, je vais jouer le talent de l'Amphinobi, je vais piocher 2 cartes, grâce à la cour d'entraînement je viens récupérer mon énergie haut que j'ai défaussé, je peux ensuite utiliser le talent du Goroutan et la charger sur mon QRM. Et avec un peu de chance, dans les pioches que j'ai récupérées, je reprends des énergies supplémentaires et je peux donc attacher 2 énergies d'un coup à mon QRM. Ensuite la Lona, bien sûr indispensable, puisque c'est elle qui va nous permettre de charger notre QRM d'une seule fois. Une carte Lona, on récupère une énergie haut de la pile de défausse, on l'attache à QRM. Ensuite, grâce au talent du Goroutan et au talent de QRM, on utilise une deuxième énergie. Et ensuite, l'énergie que j'ai dans ma main, je viens l'attacher à QRM. Ça lui en fait 3 en un seul tour. Il est prêt à attaquer et à taper à 270, voire à 300 avec une ceinture force. Donc, ça, c'est vraiment excellent comme combinaison. Lona, le talent de QRM plus l'énergie du tour, une petite ceinture force et vous allez one shot des V-Stars sans aucun problème. Ce qui est super bien, c'est que le tour d'après, si vous avez encore une Lona, et ben vous pouvez recommencer et tout de suite aller chercher 2 V-Stars en 2 tours, voire peut-être même plus, puisque si vous avez un peu d'énergie dans la pile de défausse, on prend notre Palkia, on charge les 3 énergies sur le QRM, et là je one shot 2 V-Max en 2 tours. Et là la partie est terminée. Donc c'est vraiment ça qui est très intéressant dans ce deck, c'est que si on arrive à tout mettre bien en place, tout peut aller très très vite pour nous et on peut attaquer très fort, très rapidement. La Nachara, bien sûr, extrêmement importante aussi. Cherchez dans votre deck un Pokémon haut et une carte objet. Donc quand on a besoin de chercher une évolution ou d'aller chercher un Pokémon de support, Nachara, elle est présente. Elle nous permet d'aller récupérer une carte objet, donc soit la ceinture force, soit de l'énergie si on n'en a pas, soit un échange croisé quand il y en a besoin. C'est là qu'il faudrait déjà en avoir un dans la main, soit un échange tout court s'il le faut. Donc c'est vrai qu'elle est très utile à ce moment-là. J'ai gardé une Roxanne aussi. Donc Roxanne, super carte, mais qui est, je trouve, moi, utile. Allez, une partie sur 3, une partie sur 4, le reste du temps, on n'en a pas besoin. Donc je me demande si je vais la garder sur le long terme. Roxanne, voilà, vous ne pouvez utiliser cette carte que s'il reste 3 cartes récompenses ou moins à votre adversaire. Chaque joueur mélange sa main avec son deck, ensuite vous piochez 6 cartes et votre adversaire pioche 2 cartes. Donc forcément, vous videz la main de votre adversaire, il se retrouve en mauvaise posture, vous avez une main pleine et vous pouvez renverser la tendance. On a ensuite un ballon pour pouvoir aller chercher notre Pokémon de pivot, donc en général je vais utiliser Goroutan en pivot, ou alors l'Amphinobi radieux, ça peut être intéressant puisque si j'essaye de le charger pour utiliser Shuriken Lame Lune et que ça marche pas, et ben je peux tout de suite le renlever du banc et utiliser un autre Pokémon. Bien sûr, 2 ceintures choix, c'est pas ceinture force, hein, je sais pas pourquoi j'ai l'habitude de dire ceinture force, c'est ceinture choix, 30 dégâts supplémentaires au Pokémon V actif de votre adversaire, donc ça permet d'augmenter les dégâts, extrêmement important pour aller chercher les V-Stars,
puisque sinon QRM tape à 2,70 avec 3 énergies, et il y a pas mal de V-Stars à 280, donc voilà, la ceinture choix fait la différence et permet de one-shot les V-Stars qui ont un peu plus de PV. 10 énergies haut, je pense que c'était le strict minimum à mettre sur ce deck. Ouais, allez, 9 ça pourrait peut-être passer, mais je trouve qu'à la 10e, moi, elle m'est assez utile régulièrement, vu qu'il y en a toujours qui vont tomber dans les cartes récompenses. Si on n'a pas de chance quand on les pioche, ça peut être bien, voilà, d'avoir un peu plus d'énergie dans le deck. En tout cas, pour moi, il est équilibré comme ça, j'ai pas trop de problèmes, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec. Donc voilà un petit peu pour ce deck QRM. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en game, tout simplement, pour voir un petit peu comment il roule. J'ai déjà enregistré plusieurs games que j'ai fait auparavant, et je vais les commenter un petit peu. Donc on se retrouve de suite en game. Allez, du coup on est parti, on se retrouve en game. Donc on va affronter Asop 110, donc du coup voilà, parmi les vidéos que j'avais déjà préenregistrées, j'ai choisi celle-là, tout simplement parce que notre adversaire va jouer un deck Giratina. Donc c'était assez intéressant d'analyser le deck QRM face au deck Giratina qui est un des plus gros decks méta à l'heure actuelle, c'est la zone perdue, hein, donc je trouvais ça intéressant de vous montrer une partie comme celle-là. Donc voilà, du coup, on commence cette partie par une misère malheureusement, hein. Après c'est pas très grave, on fera une carte de plus pour notre adversaire, du moment qu'on a un bon tirage par la suite, c'est ça qui importe. Donc voilà, on tire notre misère et là on se retrouve avec une main qui est plutôt intéressante, on récupère déjà notre QRMV. Donc à ce moment-là, je sais pas encore qui joue vers Giratina, mais bon, j'ai plutôt tendance à le mettre dès le départ puisqu'il est quand même assez rapide à monter, surtout que c'est moi qui joue en premier, donc je prends pas trop de risques. Je vais pouvoir poser mon Palkia sur le banc, mon Amphinobi, je suis déjà plutôt bien placé, il me reste une Rapid Ball, donc je vais l'utiliser de suite en défaussant un échange croisé pour aller chercher mon Goroutan, et je suis déjà quasiment setup pour lancer ma game. Gros avantage aussi, j'ai le Nostanfer, donc je sais que je vais pouvoir re-remplir une main. Je vais poser mon ballon pour faire mon pivot, j'hésite un peu entre l'Amphinobi et le Goroutan, mais là je me dis que bon, l'Amphinobi ça peut le faire, donc voilà. Je pose le ballon sur lui, je vais attacher mon énergie de suite au QRM, comme ça j'ai une main vide et je peux, grâce au talent du Nostanfer, récupérer une main pleine de 6 cartes. Le Nostanfer m'amène un très bon tirage, donc voilà, on a vraiment un deck qui se met en place très rapidement, tout va très bien pour nous à l'heure actuelle. Je récupère mes 2 énergies grâce au Sodo, je peux utiliser le talent d'Amphinobi et aller piocher 2 cartes de plus. On récupère 2 énergies supplémentaires, très bien. À ce moment-là, j'ai pas besoin d'utiliser le talent de Goroutan pour mettre une énergie, donc je veux garantir d'avoir mon QRM au prochain tour, je vais donc faire le switch. Là, je vais faire par contre un misplay. J'aurais dû utiliser la Rapid Ball avant d'utiliser le talent de Goroutan, puisque mon QRM VMAX n'est plus placé sur le dessus de mon deck, étant donné que je viens jouer cette Rapid Ball et que ça va remélanger le deck. Petite erreur de ma part, pas très grave, je me dis, puisque de toute façon j'ai une Nachara, donc au prochain tour je pourrais de sûr aller récupérer un QRM VMAX, à part si mon adversaire joue une Rosemary. Mais bon, dans le deck Giratina, on voit pas trop souvent la Rosemary, donc pas de grand risque pour moi. J'hésite aussi un petit peu à utiliser le gel immédiat du QRM pour pouvoir attacher des énergies, mais je me dis, si mon adversaire se setup très rapidement et qu'il vient taper mon QRM, j'ai pas envie de me retrouver avec des énergies de gâchées. J'en ai 4 dans la main, ça me garantit au prochain tour de pouvoir charger à fond. Donc voilà, je préfère les garder et passer mon tour. Donc voilà, très bon premier tour pour nous. Notre adversaire, voilà, Guériland, c'est lui le Pokémon dont je parlais quand je présentais le deck tout à l'heure. Maintenant je me rappelle de son nom, c'est Guériland, qu'on peut venir taper avec l'Amphinobi Radieux vu qu'il n'a que 70 PV. Donc voilà, notre adversaire, on connaît un peu le schéma classique de la zone perdue, hein. Il va utiliser les Guériland, faire les épuisettes de rappel pour pouvoir aller piocher et mettre un maximum de cartes dans sa zone perdue. Donc voilà, pour le Giratina, il lui en faut 10. Pour le Nigosier, il lui en faut 4. Il utilise l'expérience de Nikolai pour rajouter encore plus de cartes. Sa zone perdue est presque setup. Elle est même déjà setup en fait. Et donc ces Nigosiers peuvent venir taper. Là à ce moment-là, on se demande s'il a de quoi faire le switch. Il va commencer à charger le Giratina. Et normalement, il devrait pouvoir faire le switch et venir nous taper. Voilà, il utilise l'épuisette de rappel pour venir remettre un Guériland. Donc voilà, lui il veut vraiment préparer son Giratina le plus rapidement possible. Donc
Donc voilà, il rajoute encore des cartes dans sa zone perdue. Il utilise une Rapid Ball. Et il va rechercher encore un Giratina. À ce moment-là, je comprends pas trop. Je me demande pourquoi aller chercher 3 Giratina déjà d'avance. Surtout que son banc est plein. Il refait un switch et du coup il nous tape avec le Nigosier. À ce moment-là, je me dis bon, c'est pas très grave. Je vais pouvoir utiliser ma Hachara, aller chercher ma VMAX. Et là, je me dis, bon, est-ce qu'on fait évoluer de l'énergie? On en a, donc on va prendre l'ensemble d'évolution pour aller récupérer le Palkia Vestar. J'ai pas de quoi faire de switch, donc forcément c'est sur ce QRM là que je mets ma VMAX. De toutes les manières, je veux qu'il attaque assez rapidement. On prépare le Palkia Vestar. Là, je me rends compte que j'ai qu'une seule énergie dans la pile de défauts. Je vais en rajouter une deuxième avec l'Amphinobie Radieux. Dans le pire des cas, j'ai ma cour d'entraînement. Si je dois venir rechercher une carte énergie, je retombe encore un saut. Le deuxième QRM VMAX, on est vraiment pas mal. À ce moment-là, je sais que je peux setup mon QRM VMAX. Il va forcément venir taper au prochain tour. Enfin, dans ce tour-là. J'utilise son talent. Le talent du Goroutang et je vais utiliser maintenant le talent du QRM pour être sûr de charger une énergie supplémentaire. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment cette mécanique entre le Goroutang et le QRM, leurs deux talents. Il y a une très bonne synergie entre les deux et ça permet de charger. Le QRM est prêt. En plus de ça, il n'a pas besoin de défausser d'énergie pour one-shot le Nigosier puisqu'il est déjà à 120 de frappe de base, sans défausse. Donc voilà, j'ai pas besoin d'enlever d'énergie. Je viens lui enlever un Nigosier. Je sais quoi là, il lui faudrait sa V-Star de suite chargée pour pouvoir venir taper mon QRM VMAX. J'accepte de prendre le risque. Dans le pire des cas, au prochain tour, je charge mon deuxième QRM VMAX et je lui enlève son Giratina V-Star. Donc voilà, sa zone perdue n'est pas encore chargée, donc il ne peut pas utiliser son Requiem Star. J'espère juste à ce moment-là voilà, qu'il ne tombe pas 5 cartes supplémentaires dans sa zone perdue. Il pourrait le faire, puisqu'il a 2 Guériland, donc 2 cartes, il lui suffirait de 2 expériences de Nikolai et il aurait réussi à charger sa zone perdue. Donc à ce moment-là, c'est un petit risque, mais voilà, notre adversaire a défaussé sa main, il ne lui reste plus qu'une seule carte, c'est un Amphinobie Radieux. Et là, je sais que mon adversaire se retrouve bloqué complètement. Et là, du coup, j'ai le champ libre. À ce moment-là, j'aimerais beaucoup pouvoir récupérer sa V-Star, la ramener sur le banc, et du coup c'est ce qui va se passer, puisque je récupère un premier échange croisé. Je me dis bon, il m'en manque un deuxième, je peux avoir sa V-Star si je gère bien les choses, si la Lona me donne les bonnes cartes. Là, je me dis que dans tous les cas cette énergie à voir, mais je peux fortement l'attacher à mon deuxième QRM VMAX, anticiper à le préparer au cas où. Donc j'ai déjà un échange croisé qui est dans ma pile de défauts, un dans ma main, ça veut dire qu'il m'en reste 2. Je me rappelle plus à ce moment-là s'il y en a un dans mes cartes récompenses ou pas, on a vérifié le deck en début de partie, mais je me retrouve avec un échange, j'ai pas réussi à avoir mon échange croisé, bon, c'est pas grave. À ce moment-là, je me dis, il y a autre chose à faire. Si je chargeais mon Amphinobie Radieux, grâce au talent de QRM, grâce au portail, puisque j'ai 2 énergies, je vais vérifier mes énergies dans la pile de défausse, je vois que j'en ai 2, j'utilise la puissance V-Star de Palkia pour charger l'Amphinobie. Et vu que mon adversaire n'a plus qu'une carte dans les mains, si je lui enlève ses 2 Guériland, il n'a pas de quoi recharger son deck sa main pour l'instant. Donc je me mets dans une très bonne position. Je décide alors d'aller prendre l'Amphinobie Radieux, de le mettre sur le poste actif et d'aller frapper ces 2 Guériland pour l'empêcher de développer sa zone perdue. Donc là, voilà, je ralentis considérablement mon adversaire et en plus de ça, je récupère 2 cartes récompenses supplémentaires. Donc voilà, l'Amphinobie Radieux qui peut vraiment être utile contre la zone perdue, ça c'est génial. Je
Je récupère une ceinture choix, ça va nous être extrêmement utile pour aller taper le Giratina. Notre adversaire à ce moment-là a son Giratina qui est prêt, il utilise l'impact perdu pour nous enlever l'Amphinobie. Mais bon, il se doute très bien que derrière, il va perdre sa Vestar, et donc du coup on va se retrouver plus qu'à une carte récompense de la victoire. À l'heure actuelle, là, dans cette partie, il n'y a plus grand chose qui peut me faire perdre. Il sait que dans tous les cas, sa Vestar, elle y passe au prochain tour. Il ne peut pas faire grand chose contre ça. Et donc, il n'a plus de cartes en main. Voilà, il en a récupéré une. Donc, il n'a plus de cartes en main pour pouvoir développer son jeu. Il n'a pas de quoi faire de pioche. Donc, forcément, il va se retrouver dans une position très délicate à la fin du prochain tour. Je récupère ma ceinture choix. Et là, je me pose pas trop de questions. Je vais y aller. Il faut taper. Il faut mettre la pression à notre adversaire. Voilà, je récupère juste ma petite cour d'entraînement, on va aller chercher une énergie, et puis voilà, notre adversaire décide d'abandonner puisqu'il sait que la game est perdue pour lui. Du coup voilà, une belle victoire face au deck Giratina, c'était quand même plutôt propre, notre adversaire n'a pas vraiment eu de chance, nous on a eu un très bon tirage. Donc c'est vrai que voilà, le deck QRM, il dépend principalement de ça. Si vous avez un peu de réussite et que le tirage est très bon, il se met très rapidement en place et une fois qu'il est en place, ça fonctionne automatiquement. Il suffit tout simplement de continuer à alimenter le QRM, à taper, pas trop se poser de questions dans le fond et un peu de stratégie en fonction de l'adversaire que vous avez en face de vous et le deck qui joue. Mais globalement, voilà, c'est un deck qui roule très bien, qui vous permet de frapper fort et rapidement, successivement aussi. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce deck QRM. On en a terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, il y a encore plein de vidéos qui vont arriver. Je suis en train de préparer plein de decks, donc voilà, pour ne pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Vous pouvez aussi laisser un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Moriarty, ciao ciao.